je vous remercie pour cette invitation. Je suis effectivement très heureux d'être là avec tout le monde. Et je vais essayer de vous présenter un petit peu le travail qui est fait et qui est en correspondance avec ce qui se passe à l'heure actuelle sur l'épidémie de coronavirus. Comment on va essayer de faire un petit retour en arrière sur les 15 dernières années de ce qui était en cours et de le comparer avec ce qui est à l'heure actuelle en train d'arriver et les différentes choses qu'on a pu observer qui sont d'intérêt pour la discussion d'aujourd'hui. Donc, je vais essayer de faire vite dans la première partie et puis essayer de gagner du temps dans la deuxième, justement sur la partie 2020. Donc, la première des choses que je voudrais faire, c'est vous présenter un projet de recherche qui était en cours en 2006 et qui est d'une actualité très intéressante, en fait, avec ses 14 ans d'ancienneté, qui était un projet qui a été suivi par mon laboratoire en ce qui concerne la surveillance et l'anticipation des pandémies et effectivement de ce que peut faire la recherche et son temps long, et sa capacité de préparer des choses d'intérêt sociétal large, prévention, médicaments, traitements divers et vaccins. Et la question qu'on s'est posée, donc c'était il y a un peu plus de 20 ans, et ce projet est parti un peu plus, juste après, c'était les virus émergents, comment être prêt contre un ennemi qui est inconnu en fait. C'est un concept difficile à appréhender. Enfin, le concept n'est pas difficile. Le virus va arriver, comment être prêt, essayer de raccourcir cette espèce de temps important qui est nécessaire pour faire une parade qui évite la panique, par exemple, dans laquelle on s'est trouvé toute cette année 2020. Et donc, en 2006, déjà, on remarquait que les virus, les causes de mortalité sur la planète, donc là, on voit le logarithme, c'est-à-dire 100, 1000, 10 000, etc., causées par des morts et comparées à d'autres causes. Il ne faut pas oublier que la virologie, effectivement, ça tue, mais il y a la cause principale de mort de plus d'1 million de personnes sur la planète, c'est quand même le tabac. Voilà, et avec le HIV, donc le virus sida en tête à l'époque, et puis toutes les catastrophes qui nous sont tombées dessus. Vous pouvez voir qu'à l'époque, en 2006, on s'inquiétait beaucoup de la maladie du variant de Creutzfeldt-Jakob, qui était la maladie de la vache folle, et ça, effectivement, ça c'est malgré des prévisions totalement alarmistes, donc il faudra aussi s'interroger sur comment de telles prévisions peuvent être faites, n'a pas donné du tout de l'impact épidémique qu'on attendait. L'émergence de nouveaux virus, c'est aussi l'émergence à cette époque de nouveaux concepts que proposer aux personnes qui sont exposées. Déjà, le SRAS en 2003, on s'est aperçu qu'effectivement, les seules choses qui étaient possibles, c'était de courir après les contacts possibles, donc qu'on a rebaptisé à l'heure actuelle cas contact. Le mot n'avait pas fait florès à l'époque. Et surtout, donc au début de l'épidémie, c'était courir après des gens qui avaient pris un taxi et qui étaient infectés, et courir après le chauffeur de taxi, voir qui l'avait pris. Ça s'est passé à Hong Kong, beaucoup, en Chine, et en fait, on n'avait rien à leur proposer. Donc, le constat était déjà fait, c'était des quarantaines et des surveillances. Aussi, à l'époque, est arrivé un concept qui disait que petit à petit, effectivement, il y avait un problème avec les marchés du Sud et les marchés des pays plus développés économiquement, qui fait que les pays du Sud n'auraient pas la possibilité économique d'acheter des médicaments. Puis finalement, petit à petit, c'était imposé à l'époque, enfin, c'était imposé, c'est commencé à discuter l'idée que la recherche en cas de pandémie mondiale serait subventionnée et échapperait aux lois du marché. Et puis, le troisième concept, donc effectivement, on pouvait commencer à intéresser des industriels ou essayer de trouver un modèle économique différent pour faire des médicaments ou des vaccins. Le troisième concept qui était intéressant, c'était l'histoire d'un collègue, Rolf Hilgenfeld, qui est toujours en activité, avec qui on travaille beaucoup d'ailleurs sur le SARS numéro 2, et qui avait déterminé à l'heure actuelle, en 2002, avant la pandémie de SRAS, une structure d'une protéine d'un virus qui était très proche du SRAS, qui était le transmissible gastroentérite virus, TGEV. Et le fait
qu'il ait passé 10 ans à travailler sur cette protéine et publié un papier très intéressant en 2002, fait que dès que le SRAS est arrivé en 2003, il y avait une accélération formidable sur la recherche. On pouvait commencer déjà à avoir des candidats médicaments. Donc cet impact d'une recherche précédente au long cours et qui pouvait être translaté, je dirais, vers des nouvelles cibles était extrêmement intéressant. Ce concept est intéressant. Et on a effectivement, du coup, essayé de mettre le concept suivant en place. Si on étudie de manière très large les virus, et ici, par exemple, j'ai pris une famille, celle des mononégavirales, dont on connaît la maladie de Borna, le virus d'Ebola, le virus de la rage, il y a la rougeole, il y en a bien d'autres de cette famille. Mais si on étudie des virus types sur chaque famille et qu'on arrive à déterminer des structures et toute la science au long cours dont on a besoin en avance, quand arrive une épidémie, alors ce nouveau virus, dès qu'il est isolé, va ressembler à un virus qu'on connaît déjà. Et donc, de transférer les données qu'on connaît sur le virus qu'on a étudié vers le nouveau virus pourrait permettre de gagner beaucoup de temps, beaucoup d'années, et d'avoir des médicaments génériques qui sont actifs contre une famille de virus et qui pourraient être utilisés en cas d'épidémie. Donc ça, c'était le concept de ce projet qui a été en 2004 que je vais décrire très brièvement. La première action de ce projet, c'était de trouver et isoler les virus pour les étudier en laboratoire, avoir toutes ces familles types et des échantillons de virus pour pouvoir justement couper ces virus en tranches et essayer de comprendre quelle est leur architecture, déterminer leur carte d'identité génétique. À l'époque, c'est le terme que j'avais utilisé, mais c'était vraiment le séquençage. Maintenant, quand on dit séquençage, tout le monde comprend. Mutation, séquençage, ce sont des mots qui sont passés petit à petit dans le langage public. La deuxième action, c'était effectivement d'identifier les gènes à partir de ces bouts de séquence, déterminer les fonctions, purifier les composants individuels. Et puis, ce qui est montré ici, quand on a disséqué ce virus et qu'on a compris comment les protéines qu'il contient et l'acide nucléique qu'il contient, donc des virus ARN ou ADN, mais là, c'était surtout des virus ARN qui ont le plus de potentialité d'émergence, trouver ensuite les composants individuels. Ici, c'est une photo de microscopie électronique qui représente le schéma qu'on se fait des différentes composantes du virus. Et puis, donc, couper, récupérer des petits bouts de matériel génétique, et non pas des virus entiers, une fois qu'on les a fait pousser en laboratoire dans des espaces sécurisés, exprimés dans des bactéries recombinantes et des moyens de la génétique moderne, des protéines pour pouvoir les cristalliser et déterminer leur structure tridimensionnelle. Avant, à l'époque, c'était principalement par cristallographie Orion-X. Et puis, 2015, à partir de 2014-2015, il y a eu l'irruption de la cryoélectrométroscopie. Je l'ai rajouté, ce n'était pas sur les diapositives d'époque. Nous, on travaillait surtout en cristallographie. Donc voilà à quoi ressemblent des cristaux. Donc ça, c'est sur le côté de la joie que peut amener la recherche pour son côté esthétique de cristaux de protéines qui ont poussé et qu'on va pouvoir collecter, c'est-à-dire on va pouvoir les récupérer avec un poil de moustache de chat, hein, pour la petite histoire, parce qu'il a des petites barbules extrêmement intéressantes qui agrippent les cristaux, et les monter dans des ça c'est des tout petits cristaux, hein, ça mesure de micromètres, les monter sur une épingle, les irradier avec des rayons X, et grâce au mathématicien génial Fourier, remonter à l'organisation atomique des atomes, donc des différents atomes dans les molécules et des protéines virales. Donc la cristallisation a été l'étape limitante. Ça arrive après quelques jours, des fois quelques années, des fois ça n'arrive jamais, et donc on a des virus ou des protéines plutôt qu'on n'arrive pas à étudier. Se servir de ces structures est essentiel pour créer des médicaments. Maintenant, c'est devenu totalement routine. Disons qu'il est important d'avoir ces structures tridimensionnelles de protéines pour que l'on puisse travailler main dans la main avec des chimistes médicinaux qui vont prévoir des molécules, synthétiser des molécules pour pouvoir les glisser dans ces structures. Et on va réaliser ce qu'on appelle du drug design guidé par la structure. Et une fois que les chimistes auront synthétisé des tas de molécules possibles candidats médicaments, on retournera les essayer sur les virus entiers. Et avec cette itération, ce cycle, voilà, on arrivera à créer des médicaments. Là, c'est un exemple qui avait été fait avant pour le virus du sida,
où on voit une structure qui est représentée, là, avec les atomes sont représentés par des rubans et des ficelles. Mais quand on regarde la structure atomique et l'enveloppe électronique de cette protéase, qui est une enzyme du virus du sida, les gens ont remarqué qu'à l'intérieur, cette cavité pouvait être utilisée pour synthétiser des molécules qui vont se mettre dans cette cavité et empêcher le fonctionnement. C'est ce qui a créé les médicaments anti-sida. Alors, il y a plusieurs types de médicaments qui ont créé des trithérapies, qui ont été un succès que l'on connaît et qui a permis de vraiment contrôler, non pas éradiquer, le sida. Donc, les 4 actions de ce programme de 2004 à 2009 étaient donc la virologie, trouver les virus, les séquencer, fabriquer les protéines, troisième, la cristallisation et la détermination des structures, et la validation comme cible pour faire les médicaments. Voilà. C'est un projet européen soutenu pendant 5 ans qui a été extrêmement intéressant, qui a beaucoup aidé à la structuration de la recherche. Où en est-on en 2020 ? En 2020, on peut examiner les 3 concepts de 2006. Le dénuement face au SRAS que proposer aux personnes exposées, après les contacts, les cas possibles, ne rien avoir à leur proposer, eh bien, rien n'a changé. Nous en sommes toujours au point où, si l'on n'avait pas arrêté de faire de la recherche en 2006, c'était plutôt à partir de 2009 où ce type de recherche n'a plus été soutenu correctement, nous n'avons pas continué à chercher ces médicaments de type. Cet effort-là a été changé, l'argent est parti ailleurs. C'est une question à débattre. On a beaucoup parlé des moyens de la recherche. En voilà effectivement un effet direct. La question des marchés, penser que la recherche sera subventionnée et échappera aux lois du marché, je me suis lourdement trompé. Je vois ce qui se passe à l'heure actuelle. C'est bien pire que ce qu'on pensait. Il y a 180 vaccins en cours avec une concurrence à couteau tiré. La crise a fait que la concurrence est exacerbée et que personne ne cherche des solutions communes. C'est au plus fort le plus fort gagne, et ça a été extrêmement décevant de ce point de vue-là. Hein. On verra ce que donne le monde d'après, mais pour le moment, il n'y a pas de quoi être optimiste. L'histoire de transférer de la recherche d'un virus à l'autre, c'est toujours très vrai, ça reste d'actualité. Les moyens de la recherche qui ont été, les moyens technologiques qui ont été augmentés, et non pas les moyens financiers à mettre sur les programmes, permettent effectivement cette accélération, c'est assez important. Regardons ce vieux diagramme de 2006, que s'est-il passé? En fait, c'était assez juste. Il y a des virus ils sont montés en grade terriblement. Le SARS, à l'époque, avait donné 800 victimes. Maintenant, donc, on est à 1,4 million avec son frère jumeau du SARS numéro 2 et on n'a pas fini. Ebola, qui était un virus peu mortel finalement parce qu'il donnait des petites épidémies, il a fait aussi un saut quantique très important avec un peu plus plutôt dans les 10 000 ou 20 000, je ne me rappelle plus, dans l'épidémie de 2014. C'est assez impressionnant. Tout n'est pas marqué. Il faut s'attendre à bien d'autres pandémies qui peuvent arriver pour des moyens, pour des raisons effectivement qui restent à discuter, dont beaucoup sont connus. Voilà. En ce qui concerne la production de matériel génétique des virus, les virus qu'on étudiait étaient poussés en matériel, en laboratoire de sécurité, et on en extrayait du matériel génétique qui sortait de manière totalement ensuite contrôlée et sans danger, c'est-à-dire des petits bouts qui étaient faits dans des bactéries recombinantes. Maintenant, avec les données de séquence et la possibilité d'acheter du matériel, tout ça c'est commercial. On peut finalement commander des bouts de virus pathogènes, et finalement, effectivement, le corollaire à ça, c'est qu'il y a un gros problème qui se pose, c'est qu'on peut tout à fait commander du matériel génétique de virus très dangereux commercialement. Moi, je reçois dans ma boîte aux lettres des publicités pour dire « Vous voulez du SARS numéro 2 augmenté ?» En une nuit, on vous le synthétise. Et je pense que ça, c'est un problème majeur. Donc, en 2020, quand il est arrivé le SARS, que s'est-il passé? Eh bien, on a découvert cette diapositive qui m'avait été donnée par mon collègue Johan Neitz, spécialiste du design antiviraux. L'an dernier, des millions de personnes sont mortes avec un problème de drug, qui est une ambiguïté de médicaments ou drogue, que le même mot est utilisé en anglais. Le problème étant qu'ils ne pouvaient en avoir aucune. Effectivement, c'est pour dire que la recherche sur les médicaments antiviraux est relativement en retard et que nous avons très peu de moyens thérapeutiques.
Des antiviraux, de quoi s'agit-il? Eh bien, le succès à droite, je décris le succès des traitements sur le VIH-Sida et sur l'hépatite C. Et fort de ces succès, des traitements appropriés devraient limiter l'engorgement des hôpitaux et réimpliquer la médecine de proximité sur des virus émergents. Et en particulier, le virus du SRAS, numéro 2 à l'heure actuelle, un des problèmes majeurs pour pouvoir avoir des médicaments qui soignent et qui arrêtent une épidémie, c'est d'avoir un diagnostic extrêmement rapide et précis. Sans diagnostic rapide, immédiat après l'infection, il est quasiment impossible de pouvoir faire un traitement antiviral, soigner les gens. Nous ne savons pas où nous sommes dans l'infection si nous n'avons pas ce diagnostic. Et effectivement, à partir de ce diagnostic, les paramètres biologiques commence à être de mieux en mieux connue, c'est-à-dire la charge virale qui suit et qui devrait être coupée par un médicament, la production d'interférons et les réactions différentes entre les différentes personnes. En haut, en bleu, il y a une personne de moins de 65 ans en moyenne qui a une bonne réponse qui ne sera pas atteinte par la SARS numéro 2. Et en bas, on a une réponse qui est faible et retardée à l'interféron et un orage cytokinique qui devrait être adressé par des molécules antivirales et anti-inflammatoires. Donc, un bon traitement antiviral, c'est 3 choses. C'est un diagnostic précoce et précis, c'est une action sur la charge virale et ensuite une action éventuelle après avoir lu des paramètres biologiques de la personne infectée, savoir comment, s'il y a besoin éventuellement, de maîtriser cet orage cytokinique par la suite. Tant que le diagnostic ne sera pas fait, rien ne pourra être fait là-dessus. Voilà. Donc, comment ces mécanismes, ces coronavirus ont émergé? Comme beaucoup de virus ARN, c'est des hôtes naturels et une émergence zoonotique. Donc, les coronavirus, comme on sait maintenant, l'hôte naturel principal, mais pas unique, c'est la chauve-souris. Et en général, il y a toujours un animal intermédiaire. Pourquoi? Parce que la distance génétique entre la chauve-souris et l'homme, en particulier pour les récepteurs cellulaires au virus, c'est le point commun entre les deux, la génétique est trop distante. Et donc, il y a une préadaptation dans un hôte intermédiaire du virus qui prend du temps et éventuellement produit un virus mutant et adapté qui ensuite, lui, est plus près de l'homme et peut passer à l'homme. Alors évidemment, là, il y a les 7 coronavirus qui sont problématiques pour l'homme, NL63, 229 et OC43, HKU1, qui sont des coronavirus bénins. Il y a le SARS et le MERS qui sont des coronavirus dangereux. Et en bas, c'est un autre coronavirus qui n'a rien à voir, mais on pourrait le remplacer par le SARS coronavirus numéro 2, dont on ne connaît pas l'hôte intermédiaire à l'heure actuelle. Comment un virus rentre-t-il dans une cellule? C'est la clé de ce passage d'espèce. Le virus a une protéine virale sur son enveloppe, donc la spicule, qui donne cet aspect de couronne sur le coronavirus. Et cette spicule va trouver son récepteur sur la cellule, et donc l'ensemble va agir comme une clé dans une serrure. Quand le panneton de la clé rentre bien dans la cellule, dans la serrure, eh bien, la porte peut s'ouvrir à condition qu'on tourne la clé et on la pousse, parce qu'il y a des étapes moléculaires qui ne sont pas juste la reconnaissance. Donc pour l'homme et pour beaucoup d'animaux infectés par les coronavirus, ce récepteur est le récepteur ACE2, qui est une enzyme de surface de nos cellules, en particulier les cellules épithéliales pulmonaires, qui est l'angiotensin converting enzyme de type 2. Donc, cela détermine le tropisme, c'est-à-dire quels animaux vont pouvoir être infectés s'ils ont un récepteur ACE2, et ça détermine aussi à l'intérieur du corps humain, puisqu'il y a des protéines, des cellules qui produisent beaucoup d'ACE2 qui vont être très infectées, comme les cellules du tractus respiratoire, et d'autres cellules qui n'ont pas le récepteur ACE2 parce qu'elles n'en ont pas besoin pour fonctionner, et donc ils ne seront pas infectés. Comment fonctionne? Alors là, on rentre dans le côté moléculaire un petit peu plus, cette protéine spicule ou S. Eh bien, c'est une clé, et la clé, elle doit tourner. Et pour qu'elle tourne, il faut qu'il y ait une main qui fasse tourner cette clé. Et là, le côté, l'équivalent moléculaire, c'est une protéine cellulaire qui s'appelle la furine, qui est indiquée ici, qui va couper
à un certain endroit, une partie, et donc on va voir, à mesure qu'on se déplace sur la droite, sur ces structures de droite, on voit que la structure moléculaire change et la clé commence à tourner, et il y a un processus qui va inverser le virus en quelque sorte, et pour déverser le matériel génétique à l'intérieur de la cellule. Donc c'est un événement de reconnaissance et un événement ensuite mécanique de fusion et d'introduction du matériel génétique. Donc, comment, maintenant, on va arriver dans la question qui est plus pertinente pour notre session de ce matin, comment, au-delà des médicaments, comment peut-on éviter les épidémies et les problèmes que l'on voit à l'heure actuelle? Eh bien, on sait effectivement que beaucoup de virus dangereux se cachent dans la nature et nous avons donc un devoir de respect, d'une part, de cette biodiversité. C'est la meilleure solution et la plus efficace pour éviter des événements de débordement. Observer, comprendre qui passe à qui, quel est le système, et finalement, si on laisse tranquille, une fois qu'on sait qu'il y a ces virus et qu'on laisse tranquille et qu'on respecte, il devrait y avoir relativement peu d'événements d'épidémies, de pandémies. Effectivement, le problème du changement climatique, du changement de territoire des animaux infectés est un gros problème. Les voyages accrus diffusent les virus, et la déforestation et la destruction des habitats naturels produisent un mélange et des possibilités de transmission qui sont bien sûr plus élevées. La vaccination est effectivement une méthode de contrôle extrêmement appropriée et intéressante. Elle marche formidablement bien pour certains virus, comme pour d'autres, on a vu pour le VIH ou pour le virus de l'hépatite C, c'est plus difficile. Il y a donc des enjeux techniques d'arriver à faire des vaccins, et il y a toujours des enjeux chronologiques, puisqu'un vaccin se fera sur cette protéine de la spicule extérieure, et donc il faudra l'avoir décrypté, l'avoir produit et avoir produit le vaccin à partir de cette spicule qui, elle, est très variable. Et chaque fois, d'un virus à un autre, même d'une même famille, elle va être très variable. Donc, il va falloir il y aura toujours dans la vaccination un délai. Ici, on l'a réduit formidablement, hein, puisque les premiers essais de vaccination vont commencer au bout d'un an. Mais il y aura toujours un délai incompressible pour la vaccination. Alors que pour un médicament, comme les médicaments s'attaquent à des enzymes qui sont extrêmement conservées, les médicaments, la première ligne de traitement en cas d'épidémie, peuvent être faits à l'avance et stockés sur une étagère. Il y a aussi bien sûr les enjeux sociétaux de la vaccination avec, on peut faire le meilleur vaccin du monde, si les gens ne veulent pas se faire vacciner, c'est un gros problème. D'ailleurs, c'est pareil pour les médicaments. Si les gens ne prennent pas les médicaments, c'est un gros problème. Là, il y a un travail de sciences sociales extrêmement important à faire, évidemment. Un gros problème de tous ces champs d'investigation, c'est qu'ils sont déconnectés. On a des spécialistes de plus en plus pointus sur la biodiversité, l'observation, le séquençage, la virologie. On a des champs d'investigation de plus en plus complexes sur la détermination des structures des molécules, des virus, de leurs composants, une technologie de vaccination de plus en plus compliquée. Et donc, il y a une complexification de toutes ces sciences qui est extrêmement importante et qui déconnecte les chercheurs et les champs de recherche entre eux. Ici est un exemple de la complexité. Donc, on a parlé de la cryoélectromicroscopie et voilà ce qu'est un microscope comme on le connaît et ce qu'il est devenu au niveau atomique pour arriver à la résolution atomique. C'est au minimum 6 millions d'euros pièce. Une infrastructure extrêmement importante de stockage des terras et des gigatéras de données qui sont générées à chaque collecte, à chaque projet. Un fonctionnement très lourd avec des personnes évidemment dédiées à ce monstre qui produit des échantillons congelés et qui les irradie avec des électrons. Et puis un personnel dédié, une infrastructure. Et on voit que la France a pris un retard extrêmement important avec 3 microscopes électroniques installés sur
sur le territoire, alors qu'en Allemagne, il y en a 25, en Angleterre, 22. Je ne vous parle même pas de la Chine, des États-Unis, qui ont investi massivement et qui ont pris le contrôle scientifique de tout ce domaine d'activité. Nous avons pris un retard, ce n'est même pas un retard, on a subi une défaite considérable dans la biologie structurelle. L'autre complexité qu'on voit de notre stade, c'est la complexité de la vaccination, le champ qui s'est mis en cours, qui s'est construit entre 100 candidats, 180 candidats vaccins, 40 qui sont en test clinique à l'heure actuelle, une course, une compétition à couteau tiré, des technologies qui sont tellement accélérées qu'elles ne sont pas encore validées. La technologie de l'ARN n'est pas validée. Il n'y aura pas de phase 4 faite en direct. Donc ça, il y a un risque sociétal qui est pris. Il y a des milliards d'euros qui ont été investis sur un claquement de doigts. Et forcément, tout cela interroge énormément sur comment on en est arrivé à là. Alors, donc, parmi mes dernières diapositives, je voudrais juste attirer les points très importants qui sont à discuter. C'est la complexification extrêmement importante des sciences qui se fait, qui a abouti à une fragmentation très, très importante des différents champs. Je constate en biologie que je suis virologiste et je m'occupe de la structure des virus. Il est extrêmement compliqué de rentrer dans le champ d'expérience, même de biologie moléculaire, de confrères en biologie sur les plantes, en immunologie. On est forcé d'être très fragmenté. Il y a donc une création de domaines avec leurs experts propres qui sont la plupart du temps assez isolés et dont la relation est difficile entre eux. Il y a une incompréhension mutuelle qui se fait et un abandon de la politique transversale, c'est très difficile à mettre en œuvre. Il y a cette incompréhension, elle déborde en milieu du milieu scientifique, elle déborde vers la société, elle est amplifiée incroyablement par les réseaux sociaux qui sont tout le contraire de la complexité, la simplification à outrance et l'enflammement. Là-dessus rentrent les thématiques de profit qui nagent beaucoup, parce que vous vous rendez compte que quand il y a des milliards qui sont investis, effectivement, ça complique beaucoup les choses. On assiste à une absence incroyable de garde-fous avec les progrès de la biologie moléculaire qui arrivent et qui peuvent produire des choses totalement dangereuses, voire oui, dangereuse, tout simplement. Une absence de cap qui fixe le cap de ce qui est faisable, pas faisable, souhaitable, pas souhaitable. Il y a une absence totale de cap. On voit des politiques qui sont perdues dans, pas que la gestion, hein, je veux dire, dans le côté. Tout d'un coup, on réalise le décalage des sciences et de la société. Là-dessus arrive une loi pour la programmation de la recherche. J'en dirai juste un mot, c'est qu'elle date de pas du tout la période actuelle et donc elle n'a pas du tout pris en compte ces nécessités qui sont arrivées de manière éclatante avec la crise de 2020. Et évidemment, ce qui en résulte et qui va en résulter pour un bon bout de temps si on est encore dans cette absence de cap, c'est une défiance accrue, la place au complotisme, la place, moi je suis extrêmement pessimiste sur ce qui va se passer là, c'est-à-dire la défiance scientifique, on voit qu'il commence à être agressée indistinctement. Il y a un transfert de pouvoir qui se fait sans aucune concertation sur le scientifique. On voit le scientifique iranien qui s'est fait assassiner sur le programme nucléaire. C'était donc, il était un point de pouvoir important et rien n'a été discuté là-dessus de ce qui va arriver sur la biologie. Pour donner un petit peu de discussion, nous avons l'embryon de loi sur la biologie qui était mis en place. C'était la loi micro-organismes et toxines qui était décrite à gauche. Alors je vous décris. C'était une loi, elle avait le mérite d'exister, mais elle était extrêmement contraignante, c'est-à-dire qu'elle était très, très, très restrictive
et finalement a empêché beaucoup de jeunes chercheurs brillants et d'équipes de travailler sur des virus pathogènes parce que même pour travailler sur des virus, des bouts de virus totalement inactivés, il y avait des autorisations et des mises en place de processus de sécurité qui étaient complètement inadaptés, on va dire, pour ne pas dire plus. Et en fait, elle a eu un effet très négatif sur la recherche des pathogènes, sur des pathogènes viraux, mais elle a volé en éclats avec le Covid-19. Ce virus est arrivé, il est dangereux, et cette loi n'a pas pu être appliquée devant l'urgence. En fait, c'était la preuve qu'elle était totalement inadaptée. Elle a volé en éclats, tout est à reconstruire. Sur à la droite, j'ai mis deux choses qui méritent vraiment une attention importante. C'est des expériences sur les virus entiers, sur les gains de fonction. C'est-à-dire que lorsqu'on récolte un virus dans son état sauvage et qu'on essaie de comprendre quels sont les facteurs moléculaires qui va changer d'hôte et qui pourrait passer à l'homme et créer un problème, eh ben, on n'a rien trouvé de mieux que de le faire passer à l'homme réellement pour voir si les hypothèses étaient correctes. Et ça a été décrié, donc ça a été fait H5N1, Fouchier et Kawaoka en 2014 ont réussi à faire passer un virus aviaire en 5 mutations, très transmissible et très dangereux pour l'homme, donc ça a créé un tollé. Malheureusement, ce tollé et cette expérience qui n'aurait jamais dû être faite réellement a été refaite sur le SARS et des SARS sauvages en 2015, et elle a un potentiel de dérapage extrêmement important qu'il conviendrait de rediscuter complètement. Ensuite, vous avez toutes et tous vu l'utilisation de CRISPR-Cas9 sur la modification du matériel génétique, et en particulier une nouvelle technologie qui s'appelle le renforcement de gènes. Il n'y a qu'à écouter simplement la phrase d'Elisabeth Charpentier en prix Nobel, donc lors de son réception du Nobel. Je pense donc, disons qu'en effet, malheureusement, nous pourrions assister à des expériences malheureuses et vraiment non désirées. Je pense que l'embarras de cette phrase avec les 4 mots, donc, disons, en effet, malheureusement, je pense qu'il y a réellement une réflexion à faire sur où va-t-on ? Où va-t-on ? Voilà. Donc, je ne peux pas terminer cet exposé, bien que ce soit l'équipe actuelle, donc pas celle qui a participé au projet en 2006. Je peux quand même remercier et montrer ce qu'est une équipe de recherche à l'heure actuelle. Beaucoup de jeunes extrêmement motivés, dynamiques et internationaux. Donc, ici, vous voyez un Cubain avec un Américain qui ont travaillé la main dans la main. Donc, du Vietnam, de l'Inde, de l'Australie, Allemagne, Grèce, voilà. Donc, les collègues, je les remercie, je remercie leur implication et je suis prêt à prendre des questions. Je vous remercie doublement, d'abord d'avoir tenu le temps, bien sûr, mais surtout pour l'intérêt de votre propos qui, à partir de votre expérience personnelle, d'une part nous éclaire un peu sur la problématique des virus, mais d'autre part nous permet de tirer un certain nombre de conclusions sur la science. Et je note personnellement ce que vous dites sur la complexité et la fragmentation qui me paraît être une question absolument importante. On vous posera les questions à la suite du second exposé de manière globale. Il y en a déjà 3 ou 4 qui sont arrivés. Philippe Laville les posera ensuite. On va maintenant prendre un autre point de vue, enfin, au sens, j'allais dire, géographique du terme, puisqu'on va parler plan international avec M. John Cromley, dont je rappelle qu'il est chef de section à la recherche de la politique et de la prospective à l'UNESCO. Voilà, M. Cromley, vous ouvrez votre micro et c'est à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup de m'avoir invité. C'est un grand plaisir d'avoir l'occasion de m'exprimer ici devant vous. Je vais vous présenter un exposé qui sera en apparence fort différent de celui de Bruno Canard, puisque je vais principalement m'appuyer sur des considérations en relation avec différents textes internationaux pour en examiner les implications. Mais je crois qu'il y a 2 liens forts, en fait, avec tout ce qui vient d'être dit, ainsi qu'avec les remarques liminaires de Gérard Asqueri.
Premièrement, M. Aschieri disait au début, en passant, que si les Français, selon les sondages, ont une confiance dans la science, ils ont une méfiance à l'égard des scientifiques, ou en tout cas à l'égard de certains d'entre eux, ou en tout cas, pour encore qualifier le propos, à l'égard de la possibilité que certains scientifiques, dans certains cadres institutionnels, puissent ne pas se comporter d'une manière conforme aux valeurs les plus hautes de la science. Et cette distinction entre la science et les scientifiques, on a besoin de la faire. Elle a un certain nombre d'implications qui vont en fait être assez proches du cœur de mon propos. Ensuite, ce qui était extrêmement intéressant pour le non-spécialiste dans l'exposé de Bruno Canard, hormis son objet spécifique en matière de virologie, était précisément à nouveau cette relation complexe, multidimensionnelle, qui mérite exploration entre la science entendue de manière un petit peu abstraite, comme un ensemble de compétences et de connaissances qui permettent de comprendre le monde et d'en manipuler des éléments, aux fins, y compris, mais pas exclusivement, de la production de technologies qui permettent d'en maîtriser des composantes. Et puis, la science vue comme un ensemble d'institutions, d'individus, de pratiques inscrits dans des circonstances particulières, des schémas réglementaires, des traditions intellectuelles, des formes institutionnelles et aussi, bien sûr, des engagements humains individuels qui peuvent, y compris, être politiques ou idéologiques, qui font que la science n'est jamais pure. Elle n'est pas simplement un rapport de l'esprit humain au monde, elle est un rapport institutionnel, pratique, organisé d'un ensemble d'humains avec toutes leurs qualités et leurs propriétés d'humains, à un ensemble de pratiques qui vise à produire des connaissances et à produire des capacités de contrôle ou de maîtrise d'au moins certains éléments du monde tel qu'il est connu par cette connaissance. Et finalement, c'est la même connexion. La connexion entre cette idée de la science comme mode de connaissance, cette organisation de la science comme manière de se rapporter au monde à travers des institutions, des pratiques, des compétences, des équipes et ainsi de suite, qui est en jeu dans les deux remarques et que je voudrais mettre d'une certaine manière au cœur de mon propos. Et pour ce faire, je partirai volontiers, je crois que c'est éminemment approprié dans le contexte de cette université d'automne, de la Déclaration universelle des droits de l'homme, dont l'article 27, que beaucoup d'entre vous, je suis sûr, connaissent très bien, précise en son alinéa 1 que toute personne a le droit de prendre part librement à la vie culturelle de la communauté, de jouir des arts et de participer au progrès scientifique et aux bienfaits qui en résultent. Voilà le cadre normatif, finalement, issu d'un contexte que chacun connaît très bien, le contexte des dévoiements de la science pendant la Seconde Guerre mondiale en particulier, mais également la destruction idéologique de la coopération scientifique internationale qui avait eu lieu dès l'entre-deux-guerres, là aussi pour des raisons historiques bien connues, qui a amené les États rédacteurs de la Déclaration universelle. Le premier rédacteur, vous le savez, était René Cassin, à formuler cette double ambition, que ce soit un droit humain pour toute personne, non pas pour des institutions ou des États, mais pour des personnes à titre individuel, à la fois de participer à la science et de bénéficier de ses bienfaits. Et ce qui est intéressant, bien sûr, c'est de comprendre le sens de chacune des deux parties, de l'affirmation, de l'aspiration, et aussi la relation entre les deux. En quoi participer aux bénéfices, aux bienfaits, se rapporte-t-il au fait de participer au processus de la science? Qu'est-ce que c'est qu'avoir le droit de participer à la science? Alors, il est frappant que ce droit, affirmé donc parmi les droits les plus fondamentaux en 1948 dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, n'ait pas fait l'objet, force est de le constater, dans le droit international qu'on appelle parfois mou, de soft law, ce droit indicatif qui n'est pas assorti de mécanismes de contrôle et de sanctions, mais n'en est pas moins du droit, souvent d'ailleurs inscrit dans le droit national des États composant les Nations Unies, à travers différents mécanismes de statut constitutionnel qui garantissent que les juridictions aient la capacité de s'appuyer sur ce droit international pour trancher des affaires en droit interne.
également, bien sûr, transposé dans la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, qui donne compétence à la Cour européenne à Strasbourg. Mais force est de constater néanmoins que comparé à d'autres droits, y compris dans le champ social et économique et culturel, ce droit à la science, comme on l'appelle parfois, est un droit relativement peu institutionnalisé, dont les implications pratiques tardent ou peinent à se construire. Comme d'autres droits issus de cette partie de la Déclaration universelle, et comme vous le savez fort bien, je pense, le droit à la science a été réinscrit et un peu formalisé dans le pacte de 1966 sur les droits économiques, sociaux et culturels, qui à la fois lui donne un statut juridique renforcé, puisque c'est désormais une convention entre les États qui crée des responsabilités réciproques des États, et pas simplement une déclaration d'aspiration universelle, et d'autre part parce qu'un certain nombre d'éléments y sont précisés par rapport à la formulation très brève qui est celle de l'article 27 de la Déclaration universelle. L'article 15 du pacte précise, toujours avec ce dédoublement autour de la question de la participation à la vie culturelle et de la question de la science, ce qui suit, et le plus simple, je pense, est de vous le lire. Les États partis au présent pacte reconnaissent à chacun le droit de participer à la vie culturelle, de bénéficier du progrès scientifique et de ses applications, et de bénéficier de la protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute production scientifique, littéraire ou artistique dont il est l'auteur. Vous notez, dans cet alinéa 1 de l'article 15, que le bénéfice du progrès scientifique est réaffirmé, mais que le droit de participer à la science ne l'est pas, sans qu'on comprenne très bien la raison de cette omission. L'alinéa 2 précise que les mesures que les États partis au présent pacte prendront en vue d'assurer le plein exercice de ce droit devront comprendre celles qui sont nécessaires pour assurer le maintien, le développement et la diffusion de la science et de la culture. Troisièmement, les États partis au présent pacte s'engagent à respecter la liberté indispensable à la recherche scientifique et aux activités créatrices. Et quatrièmement, les États partis au présent pacte reconnaissent les bienfaits qui doivent résulter de l'encouragement et du développement de la coopération et des contacts internationaux dans le domaine de la science et de la culture. Donc, une différence intéressante par rapport au langage de la Déclaration universelle et un ajout intéressant qui est celui sur la liberté de la science et aussi des activités créatrices, avec une ambiguïté grammaticale mais aussi de fond que vous avez peut-être remarqué. Dans l'alinéa 3 que je vous ai lu tout à l'heure, il s'agit que les États s'engagent à respecter la liberté indispensable à la recherche scientifique et aux activités créatrices. Il n'y a pas de virgule après liberté. En d'autres termes, il y a des libertés qui ne seraient pas indispensables, sans qu'on sache si cette manière de rédiger l'alinéa a été pleinement voulue ou non. Ce n'est pas la liberté virgule qui est indispensable, c'est-à-dire une liberté qualifiée par sa contribution à la recherche scientifique, mais la liberté indispensable est elle seule à la recherche scientifique, d'autres libertés étant peut-être accessoires et n'étant donc pas défendues par l'alinéa en question. C'est un sujet qui prend une grande importance à l'heure actuelle, vous le savez, alors que les possibilités pour les scientifiques dans certains domaines de travailler, référence a été faite aux contraintes institutionnelles et politiques sur la virologie, mais c'est tout aussi vrai dans les sciences sociales et humaines. Et d'ailleurs, si on regarde les scientifiques qui sont en prison, ici et là dans le monde, c'est en général des scientifiques issus des sciences sociales et humaines, dont les activités, peut-être parce qu'elles sont moins bien comprises par ceux qui surveillent les agissements des scientifiques, apparaissent suspectes, surtout quand il s'agit de recherches sur le terrain dans des domaines comme l'anthropologie, dont, presque par définition, les questionnements sont beaucoup moins cadrés et beaucoup plus difficiles à comprendre pour le non-spécialiste que des recherches dans les sciences de la vie ou dans les sciences physiques.
Quoi qu'il en soit, ça n'est pas l'objet principal de mon propos ici, mais c'est un sujet actuel d'une grande importance. Tout cela a été, je le disais, très peu institutionnalisé. Nous ne savons pas bien aujourd'hui, du point de vue juridique, nous ne savons pas bien non plus du point de vue de l'action de la communauté internationale et des actions au niveau national qui lui sont attachées, ce que ça signifierait que de promouvoir le droit pour chacun de participer à la science et le droit pour chacun de bénéficier des bienfaits de la science. Mais un certain nombre de choses ont avancé ces dernières années avec des débats qui, là aussi, sont bien connus, que je me contente de rappeler. Premièrement, avec le débat sur la responsabilité dans la science, auquel Bruno Canard a fait allusion, en parlant notamment des possibles expériences qui tournent mal, voire des expériences qui, parce qu'elles ont le potentiel de mal tourner, n'auraient jamais dû être faites. Il y a eu tout un débat à ce sujet il y a quelques années, en virologie justement, à partir des travaux qui ont été mentionnés par M. Canard, sur la question de savoir dans quelle mesure on a le droit de publier les résultats de recherche dont la connaissance largement diffusée pourrait permettre l'usage malveillant des informations scientifiques qui y sont contenues. Peut-on, par exemple, publier des éléments en relation avec le séquençage d'un pathogène, même si on n'a soi-même engagé aucune expérience visant à la production, à la reproduction ou à la diffusion de ce pathogène? Et il y a eu des questions extrêmement intéressantes qui ont été posées pour ce qui est des obligations des éditeurs à cet égard et des éventuelles obligations des organismes finançant la recherche de mettre des limites à la publication des informations susceptibles de faire l'objet d'un usage malveillant par des tiers. Ce qui implique en retour la question pour le scientifique individuel, a-t-il une responsabilité par rapport aux usages éventuellement malveillants qui pourraient éventuellement être faits par des tiers non identifiés des résultats d'une recherche conduite d'une manière parfaitement normale et sans la moindre intention ni application malveillante directe. C'est ce qu'on appelle dans le jargon le problème de l'usage dual use des technologies qui sont disponibles pour des adaptations malveillantes, militaires ou terroristes, alors même que leur intention et leur forme initiale n'étaient pas de cette nature. Donc, tout ce débat sur la responsabilité, qui englobe évidemment bien d'autres aspects, a fait surgir un certain nombre de questions sur la relation entre ce droit à participer à la science et le droit de bénéficier de ses résultats, avec en particulier une forme désormais très élaborée dans un certain nombre de domaines, c'est vrai notamment dans la recherche environnementale par exemple, de ce principe qui en arrive à exiger que l'engagement des parties prenantes, comme on dit, des stakeholders, dans la recherche, y compris au niveau de la conception des paradigmes et de la définition des méthodes, est une condition nécessaire pour qu'une recherche soit validée comme étant responsable, alors que, par contraste, le modèle traditionnel et un peu naturel pour beaucoup de scientifiques, qui est de faire le travail scientifique et ensuite discuter avec les populations, disons, pour aller vite, afin de vérifier l'acceptabilité de la recherche et les utilisations éventuelles de cette recherche pour les populations, puissent être vérifiés. Ces débats sont controversés. Il y a des scientifiques qui sont très réticents à admettre que les profanes aient leur place dans la définition des protocoles scientifiques et pas simplement dans la discussion sur l'application des résultats. Mais c'est un débat qui est vif et qui du coup fait surgir ces articulations complexes entre la science entendue comme corps de connaissance et la science entendue comme ensemble de pratiques institutionnalisées. Deuxième débat très vif, là aussi, celui sur l'ouverture de la science. L'UNESCO, vous le savez peut-être, parce qu'il y a eu une procédure de consultation publique à l'été 2020 à ce sujet, est en train de travailler à l'élaboration d'une recommandation, qui est un instrument juridique d'un type un peu particulier à l'UNESCO, sur la science ouverte. La science ouverte étant précisément une science qui se définit par le fait que l'ensemble de ces rouages, de ces protocoles, ne sont pas réservés
aux spécialistes, mais sont en principe disponibles à tous ceux que ça intéresse, y compris s'ils ne sont pas en mesure d'en faire usage averti. Cette question a été posée de manière bien connue et très visible sur les publications. La question désormais tranchée par beaucoup de grandes bibliothèques en Europe et en Amérique du Nord, selon laquelle, ou le principe selon lequel les publications scientifiques financées par des fonds publics doivent être librement disponibles à la lecture de tous. Mais ce principe d'accès ouvert aux publications peut également s'étendre à la question des données, par exemple. Doit-on prévoir des formes d'accès ouvert aux données? La réponse émergente serait oui, mais avec des implications qui sont loin d'être évidentes. Ça va poser des problèmes techniques, ça va poser les problèmes de responsabilité que je signalais précédemment, puisque certaines données peuvent à juste titre être considérées comme sensibles, et ça pose évidemment le problème de la circulation d'éléments auprès de publics qui n'ont pas la véritable capacité de les comprendre. Le prix de l'ouverture, c'est aussi ça, avec du coup le risque, signalé Bruno Canard à juste titre, que nous soyons dans un cycle un peu fou, exponentiel, de complotisme et de désinformation, où l'accessibilité même des informations scientifiques en arriverait à détruire les conditions institutionnelles dans lesquelles la science peut se faire de manière sereine. Troisième débat émergent très important, celui autour de l'intelligence artificielle, précisément parce que ça désigne l'horizon de technologies où on a le sentiment que le développement élémentaire de la capacité technologique précède et de très loin la capacité à lui donner sens. Chercher un vaccin nouveau, ça peut impliquer des dangers et des risques, mais chacun comprend bien le sens de la démarche. En revanche, l'idée même d'une intelligence artificielle généralisée, qui est un fantasme, dont on ne sait pas si c'est techniquement réalisable, provoque des investissements massifs dans des programmes de recherche actuels, dont les conséquences ne dépendent pas forcément du succès par rapport à leurs intentions initiales. Qu'est-ce qu'on va faire advenir, en d'autres termes, dans cette recherche un peu folle et peut-être illusoire d'une intelligence artificielle généralisée, et comment peut-on, et c'est toute la difficulté, chercher des mécanismes pertinents à la fois scientifiquement et sociétalement de canalisation a priori d'un domaine de recherche dont on ne connaît pas l'aboutissement et dont l'objet même est mal défini. La tradition scientifique, c'est à ce niveau-là de définition de la science, laissons les scientifiques faire. L'exigence d'une science plus ouverte, l'exigence d'une responsabilité accrue, les soucis particuliers que provoque le développement de l'intelligence artificielle parmi les États, mais aussi parmi les populations, rendent difficile de simplement dire laissons les scientifiques faire et on reviendra dans 10 ans pour voir si les choses sont assez mûres pour être encadrées. Ça, c'est relativement nouveau du point de vue du débat public et ça pose un certain nombre de questions extrêmement importantes. Et d'ailleurs, dans ce domaine-là aussi, sur le même calendrier, peut-être certains d'entre vous dans vos fonctions ont vu passer la consultation publique à cet égard. L'UNESCO prépare une recommandation sur l'éthique de l'intelligence artificielle qui, si elle est diplomatiquement validée, pourrait être adoptée par la conférence générale de l'UNESCO en novembre 2021, comme celle sur la science ouverte. Donc ces choses-là sont en train de bouger vite et d'une manière qui est extrêmement ambiguë. En effet, pour revenir au point de départ, permettre à chacun de participer à la science, selon ses capacités, son rang, son grade, si l'on peut dire, puisqu'il est évident que tout le monde ne peut pas participer de la même manière à toutes les sciences. M. Canard disait tout à l'heure que la biologie moléculaire est fragmentée au point où les spécialistes d'un champ de la virologie ne peuvent parler que de l'extérieur aux spécialistes d'autres champs qui, pour le profane, pourraient apparaître très proches. Tant la nécessité de la spécialisation scientifique produit des cloisonnements institutionnels qui sont au cœur même du succès de la science. Mais si chacun a le droit d'y participer, ça veut dire que ces cloisonnements doivent d'une manière ou d'une autre être surmontés. Mais par quelle procédure, par quel protocole, par quelles institutions peut-on créer les conditions dans lesquelles la parole des profanes puisse prendre sa place sans excéder la place qui
techniquement et scientifiquement, peut lui revenir. Ces questions ne sont absolument pas tranchées. Elles vont aller croissant à mesure que la défiance à l'égard d'une science fermée sur elle-même s'enracine dans la société. Et là, je reprends des éléments mentionnés déjà par M. Aschieri et qui étaient au cœur du rapport sur ce sujet du Conseil économique, social et environnemental. Deuxièmement, à supposer même qu'on arrive à créer les conditions d'une participation de tous, équitable, pondérée, appropriée au rouage de la science, ce qui me rappelle que je dois revenir sur un point important sur l'accès ouvert aux publications, je le ferai dans un instant. À supposer même qu'on arrive à faire ça, quel est le lien avec le bénéfice affirmé dans la Déclaration universelle des droits de l'homme que chacun a le droit de tirer de la science? Bénéfice qui est évidemment lié autant aux technologies issues de la science qu'à la science elle-même. Quelles sont les conditions, les critères, les exigences pour qu'on puisse considérer que chacun bénéficie d'une manière conforme à l'expression des droits humains? Cette question est très vive en ce moment s'agissant de la distribution du ou des vaccins permettant d'immuniser contre la COVID-19, avec une aspiration très claire à ce que les moyens de vaccination, éventuellement pluriels et distingués selon le niveau de risque des groupes à vacciner, ainsi de suite, seraient disponibles pour les populations qui n'auraient pas les moyens de payer le prix de marché habituel d'un vaccin qui rémunère la propriété intellectuelle de celui qui l'a produit. Ce débat n'est pas clos, il se passe y compris au niveau des institutions des Nations Unies qui n'ont pas de capacité de contrainte en la matière. Il se passe aussi dans d'autres instances politiques comme le Conseil européen ou le G20, avec une incertitude quant à la capacité de répondre pleinement à l'aspiration d'un accès véritablement équitable aux moyens prophylactiques en l'occurrence, mais la question se pose également tout autant pour ce qui est des moyens thérapeutiques. Le cas antérieur du VIH-Sida a montré à la fois la possibilité de trouver des solutions à cet égard, mais des solutions qui ont toujours été inscrites jusqu'à présent dans des rapports de force liés notamment à la capacité de fabrication de médicaments dans des pays comme l'Inde, qui ont finalement créé les conditions où, plutôt que d'être piratés, les détenteurs de propriété intellectuelle ont admis des formes économiques un peu innovantes de production et d'autorisation de leur licence. Ces rapports de force ne garantissent pas, par leur nature, puisque ce sont des rapports de force qui peuvent être biaisés au bénéfice de ceux qui en ont, que chacun ait un accès véritablement équitable. Ça va donner accès à certains dans des conditions favorables, mais pas à tous. La question de l'Afrique est évidemment au cœur de toutes ces questions, puisque c'est le continent où, de manière notoire, et malgré les efforts qui ont été faits par l'Union africaine, par l'aide publique au développement, par les Nations unies, pour renforcer les systèmes de sciences, technologies, innovation en Afrique, l'écart entre ce que les institutions nationales africaines et d'ailleurs les institutions privées sont capables de produire par leurs propres moyens et les besoins des populations africaines reste criant. Et cet écart est peu susceptible d'être réglé par le type de rapport de force auquel je faisais allusion tout à l'heure, sauf bien sûr à travers la volonté potentiellement tutélaire de certains États sur l'Afrique qui peuvent les amener à une générosité fort intéressée dans ce domaine, comme d'ailleurs dans d'autres, comme les infrastructures, l'exploitation minière ou l'agriculture. Comment faire en sorte que l'Afrique aussi puisse à la fois participer à la science et bénéficier de ses résultats? Et de ce point de vue-là, je reviens un instant sur la question des publications, qui peut apparaître mineure, mais qui est, je crois, symboliquement importante et qui a des conséquences institutionnelles et pratiques elles-mêmes importantes. L'accès ouvert aux publications, dans le modèle qui a émergé ces dernières années en Europe et en Amérique du Nord,
c'est la possibilité pour n'importe qui de lire n'importe quoi, mais pas la possibilité pour n'importe qui, sous réserve de contrôle qualité, de publier n'importe quoi. En effet, l'accès ouvert au lecteur est équilibré par la rémunération de celui qui supporte les coûts de production de la publication par des droits de publication, des publication fees, une facturation de la possibilité d'être publié. Pour les scientifiques bien dotés de l'hémisphère nord au sens large, ce coût de publication, qui est typiquement de l'ordre de grandeur de 3 000 €, est absorbé dans les financements de la recherche et finalement n'est qu'un coût parmi d'autres. On doit acheter des fournitures de bureau et on doit payer son droit de publier dans une revue réputée. Pas de problème particulier. Qu'en est-il pour les scientifiques moins bien dotés? Ceux qui entrent dans la profession sans être attachés à une puissante équipe de recherche. Ceux qui ne sont attachés à aucune institution, mais qui ont peut-être de très bonnes idées à faire valoir. Ceux qui sont dans des pays tellement peu dotés qu'ils n'arrivent déjà pas à acheter les fournitures de bureau. Et pour qui 3 000 € de frais de publication dans un journal de rang A est de fait une barrière à la participation à la science. Et là, entendons-nous bien, une barrière à la participation à la science pour des scientifiques. On ne parle pas là de la question de la place des profanes. On parle de la possibilité pour les scientifiques, quel que soit leur statut, de participer équitablement à la science. Alors, il y a d'autres modèles d'accès ouvert. Par exemple, le modèle qui a émergé en Amérique latine, qui est un modèle militant, géré par les universités principalement, et qui a permis la mise en place d'un écosystème de revues dans tous les domaines de la science, sans facturation de la publication et en accès ouvert. Mais l'Amérique latine a bénéficié d'une part d'un investissement véritablement militant des communautés scientifiques, d'autre part, bien sûr, d'un espace linguistique qui permet des gains d'échelle, une masse critique par rapport à la gestion d'un répositoire de publications en accès ouvert, adossé aux universités et à leurs bibliothèques et aux institutions publiques de la recherche, qui a une taille suffisante pour absorber un certain nombre de coûts qui seraient beaucoup plus difficiles à absorber dans un espace linguistique plus fragmenté. Néanmoins, l'existence de ce modèle doit nous rappeler que ce qu'on appelle en Europe le plan S, par exemple, n'est pas le seul modèle d'accès ouvert aux publications, et que quand on revient au fondement des droits de l'homme par rapport à la science, on peut s'interroger sur la pertinence d'un plan comme le plan S de ce point de vue. Alors, et j'en termine par là, l'UNESCO, parmi ses instruments juridiques, a également une recommandation, elle déjà adoptée, à la différence des deux que j'ai évoqués précédemment, qui s'appelle la recommandation sur la science et les chercheurs scientifiques, qui a été adoptée en forme révisée par la Conférence générale en 2017, sur la base d'un instrument préexistant qui était tombé un petit peu en désuétude, et qui offre un cadre relativement simple et général pour l'ensemble des questions que j'évoque, en mettant dans le même texte un ensemble d'aspirations d'ordre éthique par rapport à la science, fondées sur le socle des instruments internationaux des droits de l'homme et des considérations sur les politiques scientifiques. Une recommandation, dans le jargon juridique de l'UNESCO, à la différence d'une déclaration, c'est quelque chose qui est adressé spécifiquement aux États. Mais à la différence d'une convention, c'est quelque chose qui n'est pas ratifié, c'est un instrument déclaratif. Donc un instrument déclaratif où la Conférence générale de l'UNESCO, donc les États collectivement, dit à chacun des États individuellement, nous vous recommandons de faire ceci dans tel domaine, et vous vous engagez à soumettre un rapport sur la mise en œuvre tous les 4 ans. Et donc, les premiers rapports seront rendus en 2021 sur cet instrument. Et j'espère, c'est en tout cas ce que nous faisons dans nos actions de plaidoyer, que les communautés scientifiques, dans leurs différentes expressions, seront bien associées à l'élaboration par les ministères des Affaires étrangères, en pratique, des rapports nationaux
sur la mise en œuvre de la recommandation de 2017 afin que les failles et les difficultés soient prises en compte par le débat international. Ce dont nous n'avons absolument pas besoin, c'est un exercice poli où chacun se félicite de l'existence d'un instrument dont chacun reconnaît la pertinence. Ça, c'est bien, mais ça ne sert à rien. La question, c'est peut-on repérer les points sur lesquels la réalisation de cette vision de la science fondée sur les droits de l'homme pose problème, et les problèmes seront parfois généraux, mais parfois très contextuels, spécifiques à tel ou tel système national de recherche d'enseignement supérieur et d'innovation. Et à partir du repérage des problèmes, pouvons-nous imaginer des évolutions positives qui traitent ces problèmes? L'architecture de la recommandation est assez proche de l'esprit de mon propos dans son ensemble, puisqu'il s'agit d'articuler une affirmation sur la nature de la science pour le bien de l'humanité tout entière. Donc une vision éthique de ce que doit être la science. Deuxièmement, une affirmation assez détaillée sur l'importance de l'emploi scientifique dans le cadre institutionnel qui permet à la science d'être en pratique ce qu'elle aspire à être en théorie. En d'autres termes, pour le dire de manière très simple, pas de science sans scientifique. C'est sans doute pas une affirmation controversée, mais néanmoins, la transformation structurelle des institutions et de l'emploi scientifique pose un certain nombre de problèmes ici, et nous savons, pour prendre l'analogie d'un autre domaine, que nous avons de plus en plus un journalisme sans journaliste, et que ce journalisme sans journaliste pose des problèmes éthiques, déontologiques, de rapport au débat public, qui est au cœur de la marée de désinformation qui vient polluer aujourd'hui le débat public. Le journalisme sans journaliste, ça ne marche pas. Le modèle économique du journalisme met en péril le statut même de journaliste. De même, la science sans scientifique, ça ne marcherait pas. Et le modèle économique n'a pas mis en péril au même point et de la même manière le statut du scientifique, mais tout de même, il y a des pressions inquiétantes, notamment dans l'accès aux carrières scientifiques, notamment dans certaines parties du monde, qui méritent réflexion. Et que les États membres de l'UNESCO soient engagés à faire rapport périodiquement à la conférence générale sur la situation de l'emploi scientifique sur leur territoire est quelque chose d'utile, peut-être même de salutaire. Et troisièmement, cette recommandation est fondée sur l'idée d'une science responsable. Responsable au regard, y compris de ses usages sociétaux, ce qui pose toute une série de problèmes qui méritent une discussion publique où les scientifiques doivent être pleinement impliqués. Ça ne doit pas être simplement un débat des profanes sur la science, ça doit aussi être un débat réflexif des scientifiques sur la science. Quel est le contenu de cette responsabilité? À quel niveau doit-elle s'exercer? Est-ce qu'il en résulte des limites à telle ou telle activité scientifique et si oui, lesquelles? Je faisais référence tout à l'heure, mais en m'appuyant sur les remarques de Bruno Canard, sur le fait qu'il y a peut-être des expériences qui ne doivent pas se faire. C'est vrai en virologie, c'est peut-être vrai aussi dans l'intelligence artificielle. Mais qui est apte à juger des expériences qui ne doivent pas être faites? Quelle procédure doit-il y avoir pour que ces expériences soient soumises à examen et, le cas échéant, bloquées? Et puis, quelles sont les conséquences du fait de soumettre l'avancement de la science, non pas à la seule dictée de la curiosité, de la réponse à la littérature et de l'ambition personnelle, de la libido sciendi, pour prendre le terme imagé de Pierre Bourdieu, mais aussi à une sorte de contrainte extérieure qui, pour des raisons non liées à la dynamique interne de la science, viendrait en limiter les ambitions et les pratiques. Ces questions-là, je ne les tranche pas, ça n'est pas à l'UNESCO de les trancher. En revanche, l'UNESCO a le mérite d'offrir un forum international pluriel, non contraignant, avec beaucoup d'expertise rattachée organiquement à l'organisation. Vous avez peut-être lu récemment l'édito dans Nature qui appelle à un renouvellement de la fonction scientifique de l'UNESCO à partir d'une nouvelle vision de la coopération scientifique pour le XXIe siècle. Il est tout à fait intéressant que ce soit la revue Nature qui publie
cet édito, qui est donc pas un article scientifique, mais une prise de position de la rédaction de la revue quant au rôle utile de l'UNESCO dans le monde, et qui permettrait, ce forum qu'offre l'UNESCO, à partir de rapports nationaux dans leur diversité, de repérer des sujets sur lesquels on peut agir sur une base coopérative et concertée. C'est ça l'ambition pour 2021 et au-delà, et j'espère que ceux d'entre vous que ces sujets intéressent vont rester en prise avec ce processus de suivi de la recommandation, comme on dit bureaucratiquement, et surtout des suites à donner à ce suivi du point de vue des actions que l'on pourrait conduire pour que se réalise cette ambition de 1948, que chacun puisse participer à la science, avec toute la différenciation de participation qu'implique le rôle, le statut, les qualifications de chacun, et que chacun puisse bénéficier des résultats de la science. Je vous remercie. C'est moi qui vous remercie au nom de tous les participants pour cette intervention qui élargit vraiment l'horizon. Et on en sort avec beaucoup de questions, pas nécessairement résolues, mais c'est important de préciser les questions, je trouve. Alors, des questions, on va y passer. J'ai vu qu'il y en a beaucoup. J'ai vu qu'un certain nombre étaient pas des questions, mais des félicitations aux deux intervenants pour l'intérêt de leurs propos. Donc, on va peut-être pas les citer, mais j'espère que Philippe Laville a pu se débrouiller avec des questions très diverses qui ont été posées. J'ai suivi un peu par écrit. Donc, Philippe, à toi pour poser des questions. Il nous reste environ une demi-heure. Hein. Voilà. Oui, alors effectivement, beaucoup de questions hein, quand même, parce que sur les 125 inscrits, là, enfin participants, 250 inscrits, hein, il y en a au moins 16 qui sont des vraies questions. J'ai essayé de les regrouper d'abord autour de la problématique du vaccin, hein, qui est quand même la première question qui est sortie. J'avais prévu d'énumérer les noms des questionnaires, mais je ne vais pas le faire. Hein. La première question était celle d'une femme, une Julie Saté du groupe Santé d'ailleurs, donc je le signale au passage de la LDH, et qui est recoupée par beaucoup d'autres. En fait, on pourrait dire que globalement, il y a des questions qui concernent plus Bruno Canard, portant sur les vaccins à ARN, comment fonctionnent-ils, visent-ils des cellules spécifiques, on peut penser cellules contaminées ou pas, pourquoi pas d'utilisation des spécules pour la fabrication sur la cible des vaccins, pourquoi 180 candidats vaccins? Ça, c'était n'y a-t-il pas une course dans ce domaine versus immunité collective? D'autre part, des questions parfois plus pointues sur. Ah non, j'ai oublié comme question un peu générale, quels effets secondaires et risques? Ça s'est ressorti relativement souvent. Au niveau des expérimentations, sont-ils déjà utilisés sur des animaux? Quel serait l'accès pour les pays les moins développés à ces vaccins? Ça rejoint un peu la problématique des 180 candidats. Quel rôle de l'OMS dans tout ça? Donc là, déjà, on échappe un peu à la question plus technique. Quoique, question technique, j'en ai oublié une qui est peut-être vraiment ultra pointue, mais bon, c'était la deuxième à poser, donc je vais la poser, qui est la question de l'intérêt d'une protéine, si je ne me trompe pas, ou d'une enzyme, enfin c'est un peu pareil, baptisée furine, je ne sais pas comment ça se prononce, furin, ça s'écrit furin, mais ça se prononce furine, je crois, un nom anglais, et des protéines extracellulaires comme cible pharmacologique. Et alors ça amène d'ailleurs à un certain nombre d'autres questions qui tournent autour de l'absence de visibilité des médicaments. Pourquoi? Et puis, donc ça, c'est le premier grand jeu. J'espère ne pas avoir oublié trop de choses sur tout ce qui tourne autour des aspects virologiques. Après, il y a évidemment un deuxième ensemble de questions, plus en rapport avec le deuxième exposé, autour des questions, enfin, et les deux d'ailleurs un peu, autour des questions éthiques. Éthiques au niveau déjà des débuts de la recherche, choix des programmes, choix des projets, décision individuelle du chercheur ou décision collective, quelle place pour le citoyen dans tout cela, participation éclairée du citoyen à la construction du sens, quel avenir aussi dans un cadre plus global pour la science dans le cadre de la nouvelle loi sur la recherche,
signalant au passage que la science n'est pas dans la Constitution, bref, un certain nombre de questions et d'interventions, et y compris une contribution que je cite parce qu'elle donne une source d'accès ouvert dans le prolongement de ce qui a été dit sur Open Data, les expériences effectuées. Il y a une physicienne du CNRS là, qui cite opendata.cern.ch, donc un lieu où il y a un accès ouvert aux différentes expériences effectuées. Voilà, j'espère avoir fait l'essentiel, ça fait déjà beaucoup. Merci. Donc, on propose peut-être à Bruno, dans un premier temps, de répondre à la première série de questions. Peut-être. Ton micro n'est pas connecté, Gérard, on ne t'a pas entendu. Voilà, Bruno Canard, excusez-moi, si vous voulez bien répondre à questions qui portent notamment sur les virus, les vaccins et un certain nombre de mécanismes. Donc, donc, je vais répondre. La première des choses que je vais dire, c'est que je ne suis pas un spécialiste de la vaccination. Et donc, comme je l'ai dit dans mon exposé, c'est des champs, la complexification des champs fait qu'on ne peut pas tout faire. Et surtout, quand on tend un micro, un des pièges principaux, un piège, c'est de parler de ce qu'on ne connaît pas. Donc, je ne suis pas un spécialiste de vaccins et je lis beaucoup de choses comme tout un chacun là-dessus. Bon, bien sûr, j'ai une connaissance de biologie moléculaire, donc je me fais une opinion. Ou disons même pas une opinion, j'essaie de comprendre comment ça fonctionne comme tout le monde. Donc, un vaccin ARN, par rapport à un vaccin, il y a quelqu'un qui demandait pourquoi on ne donne pas la spicule directement du SARS numéro 2 et on l'injecte aux gens et les gens font des anticorps contre cette spicule. Et ensuite, lorsque le vrai virus arrive, il a la même spicule et les anticorps reconnaissent. Donc ça, c'est l'idée initiale de la vaccination. Et en fait, un des problèmes, effectivement, ça marche sur certains virus, ça marche très très bien. Et il y a des vaccins formidables qui fonctionnent. Comme ça, il y a ensuite d'autres possibilités de faire des vaccins en prenant un virus, en l'inactivant à la chaleur. Et donc, il est mort, mais ses composés ne sont pas morts. Eux, ils induisent une réponse immunitaire. Voilà. Et ça marche très bien. Il y a des vaccins formidables comme ça. Il y a des vaccins vivants qui sont atténués, qui marchent très bien. Voilà. Le vaccin ARN, c'est pas pareil. C'est parmi ce que je vous ai dit là, c'est on injecte un corps étranger, l'antigène, qui va produire une réponse immunitaire. Donc les virus ARN en général, enfin pas tous, puisque en général il y en a quand même pour lesquels ça marche. Par exemple, la fièvre jaune est un vaccin extraordinairement efficace et sûr et qui a été donné plus de 500 millions de fois dans le monde, qui est facile et qui vaut 1 euro ou $1 la production, la dose, et qui rend des services extrêmement importants. Mais d'autres virus produisent sans arrêt des variants. Alors, on appelle mutant. Mutant, ça fait plus peur que variant, mais variant, c'est des mutations la plupart du temps. C'est une séquence génétique différente qui va donc coder pour cette spicule légèrement différente. Et ils savent faire ça très facilement. Et ils produisent donc des spicules qui sont différentes. Et si on a utilisé une sorte de spicule qui est efficace dans les essais contre un virus, il est fort probable qu'on peut sélectionner ou que des virus vont arriver qui vont avoir une spicule légèrement différente qui ne va pas être reconnue et pas être efficace pour la vaccination. Donc la grosse différence avec le virus, le vaccin ARN, c'est que technologiquement, il faudrait refaire une spicule différente chaque fois qu'il y a un nouvel isolat qui arrive. Et donc refaire une spicule, la repurifier, repasser par tout un tas de procédés technologiques importants, reconditionner, revérifier que ça marche et avoir donc un autre délai et implémenter des nouveaux vaccins avec des spicules différentes. Donc technologiquement, c'est difficile et la réponse, en fait, globale est en général moins bonne sur des protéines isolées que pour un vaccin vivant atténué, par exemple. Ou un vaccin ARN, alors là, la différence fondamentale, c'est qu'on va rentrer l'élément codant
donc sous forme d'ARN, dans des cellules grâce à une petite enveloppe lipidique qui ressemble à la membrane cellulaire des cellules humaines. Cette membrane va se fusionner avec la protéine lipidique, le vaccin, la molécule d'ARN dans son enveloppe lipidique, et la molécule d'ARN va rentrer à l'intérieur de la cellule, et là, elle va coder pour la spicule. Donc la différence, c'est que dans un cas, le corps reste totalement étranger, il est reconnu par des anticorps et éliminé. Donc les variants reproduisent une spicule différente et sont éliminés. Tandis que dans le cas du vaccin ARN, on rentre le software en fait, biologique qui va fabriquer la protéine spicule à l'intérieur. Donc il y a une autre étape qui est une étape de duper la cellule avec un ARN messager qui va coder pour la spicule, donc le vaccin, et cet ARN donc, ne doit pas être reconnu comme un ARN étranger. Et à ce moment-là, il est déguisé, et à ce moment-là, la machinerie cellulaire va fabriquer cette spicule et la présenter au système immunitaire pour que le vaccin fonctionne. Donc, c'est une technologie qui est nouvelle. Donc, quand je disais qu'il n'y avait pas de phase 4, effectivement, en général, la phase 4, c'est une phase, une fois que le vaccin est mis sur le marché et donné, il y a une période d'observation, qu'il ne se passe rien d'extraordinaire d'un point de vue effet secondaire. Là, on est tellement pressé dans la phase de crise qu'on décide de distribuer le vaccin très largement en l'absence de phase 4. Donc, c'est certainement pas moi qui vais vous dire c'est une bonne idée ou une mauvaise idée. Simplement, je constate qu'il n'y a pas de phase 4 et que ça va être admis parce qu'il y a une urgence et donc il y a un certain risque qui est pris. D'autant plus que pour le moment, les annonces sur les efficacités du vaccin sont des annonces qui ne sont pas encore supportées par des publications scientifiques qui ont été étudiées et critiqué, décortiqué par d'autres scientifiques. Donc, il y a une procédure d'urgence qui est faite et il y a un certain risque qui est pris, qui apparemment, pour le moment, est absent, puisque sur l'essai clinique numéro 3, en phase 3 qui est fait, il y a une très bonne efficacité, mais nous n'avons pas de recul. Je ne peux pas vous dire autre chose que ça. Alors, ensuite, donc, l'intérêt du vaccin ARN, c'est qu'on peut le modifier beaucoup plus facilement, modifier le software qui va coder pour la spicule, le software biologique qui est ce vaccin, cette molécule d'ARN, est très facilement modifiable et réimplémentable avec des variants et les nouvelles souches qui vont arriver. C'est beaucoup, beaucoup plus facile que de refaire des spicules nouvelles, les repurifier et les retester. Donc ça, c'est un avantage de réactivité qui va être très fort sur le vaccin. Mais il y a des zones d'ombre qui ne sont pas connues encore et qui dépendent très fortement de la recherche fondamentale sur comment une molécule d'ARN qui rentre dans une cellule est reconnue comme un ARN à soi, à la cellule, et donc il va être laissé tranquille, ou un ARN étranger qui risque d'être attaqué par la cellule et créer d'autres réactions non voulues. Donc ça, ce sont évidemment, les scientifiques vont trouver des méthodes de déguiser cet ARN beaucoup mieux, le camoufler beaucoup mieux pour que ça se passe de mieux en mieux. Mais on est encore dans la phase qui est où il y a un risque qui est pris que nous ne savons pas encore tout comment cet ARN va réagir. Pour le moment, tous les feux sont ouverts et il faut simplement que de la bonne science éclairée par une revue implacable par les pairs et les scientifiques du monde entier qui ont accès à ces données via les publications, puissent revoir et participer à la critique et l'élaboration de meilleurs vaccins à ARN. Voilà. Merci. Avant de donner la parole à John Crowley, j'ai repéré une question qui concerne tous les deux et on vous demande, Monsieur Kennard, quelle est votre réaction au propos, à l'idée de participation aussi des citoyens à la science? Alors, c'est le Graal à atteindre, et puisque la science, avec ses implications importantes pour tous et toutes, doit
ça doit effectivement être ce à quoi il faut vraiment tendre. Mais la question est du comment. Est-ce qu'on arrive à une espèce de complexité et fragmentation extrêmement importante? C'est toute la question à mon avis, une question très importante pour les sciences sociales et pour les études qui permettent d'avoir une accessibilité et une compréhension et un partage des choix collectifs qui sont faits. À l'heure actuelle, les scientifiques, dans leur coin, sont tributaires, ont en fait acquis un pouvoir de faire des choses qui dépassent tout le monde, y compris eux. Et je pense qu'effectivement, pour rebondir sur ce que disait John Crowley, l'étape extrêmement importante à mettre en place, ce n'est pas simplement qu'un travail ne doit pas être publié, c'est qu'il faudrait établir, et là les citoyens ont vraiment leur place là-dedans, une éthique précoce. C'est-à-dire, à partir du moment où le projet de recherche est déposé, c'est à ce moment-là que l'éthique doit être faite et tout le monde doit pouvoir y participer pour dire non, cette recherche ne doit pas être faite. Parce qu'une fois qu'elle est faite, de la publier ou pas de la publier, elle sera faite. Il y a des risques de dérapage, des risques de diffusion incontrôlée et des risques de faire de la recherche qui n'a aucun intérêt, voire un intérêt néfaste pour la société. Et donc, cette étape d'éthique précoce est totalement absente. Elle est laissée au bon vouloir de scientifiques qui sont fragmentés, esselés, affaiblis et qui subissent, comme a dit Bourdieu, la libido du scientifique, c'est-à-dire de pouvoir dire j'existe, je fais un travail important, je publie dans Nature ou dans Science. Mais excusez-moi, il existe des comités d'éthique dans un certain nombre de disciplines. Demain, on aura le président du comité d'éthique de l'INSERM, par exemple, qui intervient. Est-ce que vous pensez que ce rôle est suffisant ou pas assez? Il n'est pas suffisant. On pourrait, via les ANR ou les projets, n'importe quel projet scientifique, il est extrêmement facile de faire une recherche extrêmement néfaste pour la société. Je suis désolé de le dire aussi brutalement, mais il n'y a pas, on peut envisager des tas d'études en virologie ou ailleurs. C'est un peu ce qu'a dit, enfin c'est tout à fait ce qu'a dit Elisabeth Charpentier dans son discours, la phrase du Nobel et le CRISPR-Cas9. C'est absolument évident qu'il y a des tas de recherches qui vont être faites qui, malheureusement, comme elle dit, ne devraient pas être faites, ou ont des implications qui seront négatives. Or, le pouvoir attractif et intéressant dans 80 et utile dans 95% des cas, je dis ce chiffre au hasard, ne doit pas occulter qu'il y a des possibilités faciles de donner des projets de recherche dont le résultat peut être extrêmement préoccupant. Quand on reçoit dans la boîte aux lettres des offres de créer des virus recombinants sur la nuit, tellement c'est rapide et facile, pour pouvoir étudier le franchissement de barrières d'espèces, je trouve ça extrêmement préoccupant. Donc, il y a une éthique. L'éthique qui a commencé à se mettre en place, c'est OK, on ne va pas publier ces expérimentations, mais cependant, ces expérimentations, par exemple, le passage du H5N1 entre des furets et la sélection de virus H5N1 qui pouvaient se transmettre par aérosol, moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas que la publication ne soit pas sortie, c'est que ce type de recherche n'aurait jamais dû être faite. Elle aurait dû être sélectionnée comme un projet posant des problèmes potentiels extrêmement importants et en particulier donc de mettre d'autres garde-fous et d'autres raisons de ne pas faire cette recherche ou de la faire, d'acquérir cette information de manière complètement différente. Merci beaucoup.
Si vous me permettez 2 secondes, une petite question que j'avais repérée, que j'ai oublié de dire tout à l'heure, mais qui est un peu à la charnière des deux, qui est en relation d'ailleurs avec la complexification de la recherche en général et de la science, qui est celle des programmes interdisciplinaires et de la place pour l'interdisciplinarité dans l'ensemble de ces recherches, et articulé avec cela, mais ça vient un peu d'être évoqué, quelle possibilité de coordination, quelle structure de coordination. Il y a eu plusieurs questions aussi qui s'étaient posées sur ce terrain. Je sais pas, M. Canard, vous voulez dire 2 mots là-dessus? Peut-être John peut Oui. dire quelque chose sur peut-être. l'interdisciplinarité. Oui, volontiers. Je commence par là puisque la question vient d'être posée. Ce qui est intéressant, je trouve, dans les champs dont je suis familier, ça concerne notamment la recherche sur les questions environnementales, mais je crois que ça s'applique aussi à d'autres champs, c'est à quel point le passage de la notion d'interdisciplinarité à la notion de transdisciplinarité a ouvert des portes intéressantes qui permettent de poser de manière pratique et contextualisée un certain nombre des questions qui sont évoquées aujourd'hui. Pour le dire de manière simple, l'interdisciplinarité, c'est on fait un projet sur un objet commun où chaque discipline apporte son éclairage. C'est une manière de faire du travail entre spécialistes de champs différents qui est ancienne et qui a évidemment des vertus et des avantages. Mais elle a comme problème que le questionnement reste enfermé dans les démarches disciplinaires et la possibilité qu'un questionnement disciplinaire soit bousculé par un autre questionnement disciplinaire est écartée un petit peu dès le départ. Et puis deuxièmement, ça reste entre scientifiques. La transdisciplinarité, telle qu'elle se conçoit aujourd'hui, il y a une littérature foisonnante sur le sujet, ça n'est pas simplement de mettre ensemble des disciplines, mais d'essayer de déplacer la notion de discipline avec 2 dépassements. Un dépassement interne à la science qui consiste à essayer de retirer, évidemment sur une base volontaire, parce que les gens le veulent bien, qui trouvent ça passionnant et important, essayer de retirer à la discipline le privilège de définir ses propres questionnements. C'est-à-dire quand on met ensemble des écologues, des océanographes, des sociologues et des anthropologues pour étudier une zone côtière vulnérable au changement climatique, exemple tout à fait réel, il y a des projets qui font ça, on ne dit pas c'est aux spécialistes de l'océan de définir l'aspect océan du projet, et puis on reparlera une fois que chacun aura travaillé. Ça, c'est l'interdisciplinarité. On dit c'est peut-être aux sociologues de dire aux océanographes comment travailler, et vice-versa. Et ça, évidemment, ça heurte des réflexes, mais ça crée un champ beaucoup plus fécond d'interrogation qui lève le privilège disciplinaire. Ça ne peut se faire que si les gens le veulent bien. Ça ne peut se faire que de manière expérimentale. Et deuxièmement, une ouverture ou un élargissement qui est de la science par rapport à la non-science, en intégrant dès le départ, dans la construction même des questionnements, les perspectives non spécialistes, que ce soit les perspectives des habitants touchés par le problème, zones côtières vulnérables au changement climatique, ou la perspective des savoirs autochtones, qui sont des savoirs souvent formalisés, pertinents, empiriquement validés, mais dépourvus des types de fondements théoriques, méthodologiques, épistémologiques dont nous sommes familiers dans la science occidentale. Et ce double élargissement est évidemment difficile à mettre en œuvre, mais quand ça marche, ça change tout. Parce que au lieu d'avoir des disciplines fragmentées face à un objet arbitraire, on a la construction collective à partir d'apports disciplinaires divers d'un objet commun. Et ces apports ne sont pas seulement inscrits dans la logique de la science, mais peuvent s'élargir au-delà. Alors, ça m'amène à répondre de manière très générale à certaines des questions générales qui ont été posées, qui sont souvent des questions qui demandent comment on pourrait finalement créer un cadre top-down, un cadre général, abstrait et impératif pour aboutir à une science qui soit à la fois plus ouverte sur la société, mais sans perdre sa spécificité de science par rapport au sens commun, au profane, à
au discours non étayé. Je suis assez sceptique sur la possibilité qu'on puisse élaborer sur un mode législatif ou quasi-législatif un modèle qu'il n'y aurait plus qu'à déployer. Je crois beaucoup plus en la matière à la vertu de l'expérimentation et à un effort pour ouvrir des espaces d'expérimentation. Et de ce point de vue-là, l'un des facteurs institutionnels qui me frappe, je ne suis plus depuis un certain nombre d'années un scientifique en activité, puisque à l'UNESCO, je suis nécessairement un bureaucrate opérateur de la coopération scientifique internationale, ce n'est pas la même chose. Mais mes souvenirs d'avoir été un scientifique ne sont pas si anciens qu'ils aient perdu toute pertinence. Ce qui me préoccupe de ce point de vue-là, c'est le surformatage de la science qui en élimine les zones grises, les angles morts, les espaces de possibilités imprévues, qui en élimine aussi le temps mort, pas seulement les angles morts, mais le temps mort. À travers, ça a été dit par un certain nombre de personnes dans le chat, à travers une forme de marchandisation de la science qui n'est plus, comme ça a toujours été le cas, la marchandisation des résultats de la science à travers la technologie et la propriété intellectuelle, mais des formes de marchandisation interne à la science, y compris par la création du marché concurrentiel d'accès au financement auquel on demande aux scientifiques de participer. On peut gagner sa liberté, mais au prix du renoncement au financement et aux promotions. Puisque pour être promu dans les institutions scientifiques, il faut participer à un certain jeu institutionnellement très réglé de publication dans des revues de haut rang qui nécessitent des financements, qui nécessitent la participation aux appels d'offres, qui nécessitent la construction de réseaux susceptibles de porter la participation pertinente à ces appels d'offres et ainsi de suite. Et de ce point de vue-là, question qui a été posée dans le chat également, le fait que les revues soient aussi chères, notamment l'achat, quand les revues sont commerciales, l'achat de l'open access, ou quand les revues ne sont pas commerciales, le règlement du droit à publication. C'est évidemment parce que les actuelles approches de l'open access ont été destinées à préserver les intérêts des éditeurs, au moins dans une phase transitoire. Parce qu'on voit ces éditeurs comme ayant un rôle essentiel dans la garantie de qualité du système scientifique et qu'on sait à quel point les revues de basse qualité, qui sont de plus en plus nombreuses, fonctionnant sur un mode purement cynique et commercial, donnez-moi 1 000 $, je vous publie votre papier. Et je vais même vous faire un certificat disant qu'il a été peer-reviewed. Mais il n'y a évidemment pas eu de peer review. Donc n'importe quoi peut être publié dans des revues en apparence scientifique aujourd'hui. Donc les éditeurs ont réussi à convaincre les institutions scientifiques, les Elsevier, les Kluwer, les Macmillan, etc., les Wiley, qu'ils avaient un rôle de contrôle qualité dont la science ne pouvait se passer. En échange de quoi, effectivement, ils obtiennent des marges économiques extrêmement avantageuses. Elsevier est l'une des sociétés les plus rentables au monde. Elle fait une marge nette sur son chiffre d'affaires de 28% en 2018, si je me souviens bien. Il y avait eu un article dans The Economist là-dessus. C'est du même niveau qu'Apple. C'est hyper rentable, la publication scientifique. Et je me permets une anecdote. Est-ce que vous savez qui a inventé le modèle actuel de publication scientifique commerciale? Il y a peu de choses dans l'histoire de l'humanité qui peuvent être amenées à une seule personne, mais en l'occurrence, il y a une seule personne. Les revues scientifiques créées à la fin du 19e siècle n'étaient pas des revues scientifiques commerciales. C'était des revues scientifiques ancrées dans des sociétés savantes qui étaient distribuées à leurs membres en échange de la cotisation et dont le travail était fait presque exclusivement sur une base bénévole par des professionnels statutaires des universités et des organismes de recherche. Dans les années 60, ce modèle a été cassé par l'irruption d'un acteur tout à fait nouveau qui s'appelle Robert Maxwell. Je ne sais pas si ce nom vous est connu. Un nom sulfureux à bien des égards. C'est Robert Maxwell, regardez la documentation, qui à travers Pergamon puis Macmillan a inventé de toutes pièces le modèle contemporain de publication scientifique commerciale.
parmi les services rendus à l'humanité, ça n'est peut-être pas le meilleur qu'il ait rendu. Et si vous voulez comprendre pourquoi ces revues sont coûteuses, allez voir l'histoire de la création de ce modèle de publication par Maxwell. Nous sommes en train de revenir, bien sûr, en partie à l'autre modèle, mais l'autre modèle pose des difficultés également. L'autre modèle était un modèle qui prenait son temps. C'était un modèle ancré dans des communautés professionnelles stabilisées. Les coûts de la publication supposaient la cotisation à des sociétés savantes ou à des associations professionnelles de membres qui garantissaient un socle financier stable à travers le temps. Il n'y avait pas de concurrence parce qu'il y avait finalement une association professionnelle par discipline ou par sous-discipline. Ces revues étaient destinées à un public exclusivement spécialisé. C'était le dialogue permanent des scientifiques entre eux. Je ne suis pas, et ça supposait la disponibilité bénévole de personnel statutaire rémunéré en tant que professeur d'université et pouvant librement choisir de donner une demi-journée par semaine à être rédacteur en chef d'une revue. Et qui était en plus reconnu pour cela parce que c'était un service utile à la communauté professionnelle. Je ne suis pas sûr que ce modèle, on puisse le réinventer aujourd'hui. C'est une question qui a été posée aussi dans le chat. Soyons clairs, simplement ouvrir la science, comme on ouvrirait les portes et les fenêtres pour laisser entrer n'importe qui et n'importe quoi, ça ne répondra à aucune des ambitions que nous sommes en train de formuler ici. Au contraire, ça risque de déstabiliser, voire de détruire les protocoles habituels de la science, qui ont des défauts, mais qui ont quand même été stabilisés par le temps parce que ça marche, cas un cas, et de les remplacer par à peu près rien. Et ça n'a aucun sens. L'ouverture de la science suppose une institutionnalisation de cette ouverture qui part du constat évident qu'il y a des compétences différenciées et que ces compétences différenciées doivent être intégrées de manière différenciée. La clé, à mon sens, c'est au stade des questionnements. Je rejoins un petit peu ce que disait Bruno Canard, mais peut-être même un peu plus en amont. Si il n'y a pas des débats publics sur les paradigmes et les agendas scientifiques, alors la volonté de faire intervenir en aval une forme de validation sociétale de choix qui en réalité ont déjà été faits ne fonctionnera pas. Comment créer les conditions, à la fois au niveau du débat public, mais aussi de manière très pratique dans les institutions scientifiques, où l'élaboration de l'ordre du jour scientifique, la définition des priorités, la définition des axes, la réflexion sur ce qui est important, intègre les points de vue profanes en les reconnaissant comme profanes et donc différemment qualifiés. Certainement pas en les mettant au même niveau, évidemment, que la compétence scientifique spécialisée. Et pour répondre à cette question, je crois que seule l'expérimentation peut valoir. L'idée de créer un modèle abstrait et d'essayer de l'imposer n'a aucune chance d'aboutir. L'idée d'expérimenter là où les gens sont prêts à le faire, là où certaines conditions sont réunies, là où peut-être il y a des enjeux de défiance particulière qui nécessitent une réponse des institutions scientifiques, ça en revanche, c'est peut-être au moins envisageable. Et c'est, pour autant que je puisse préconiser quoi que ce soit, la piste que je préconiserais.